Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 072 sur la vie de nomade digital avec Ambroise Debray. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ambroise Debray, un Français né en Allemagne qui habite à Montréal depuis ses 18 ans. Ayant toujours eu la piqûre pour le voyage et souhaitant du changement dans sa vie, il décide de prendre un aller simple direction l'Asie du Sud-Est en 2017 où il débutera officiellement sa vie de nomade digital. Grand passionné des courses à pied, il lance la même année Make It Run, un site qui vous recommande la course parfaite selon vos objectifs et vous garde motivé dans votre préparation. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Ambroise Debray. Salut Ambroise, comment ça va? Salut Amélie, merci pour l'invitation. Et merci à toi d'avoir accepté. Alors, tout d'abord, on va y aller tout de suite avec la première question. Quel est en fait ton parcours dans le monde sportif? Donc, quel sport tu pratiquais au fil de ta vie? Alors, on va commencer par le commencement. J'ai fait du judo quand j'étais petit. Alors, je ne sais plus vraiment à quelle ceinture je me suis arrêté. Je pense que j'ai fini ceinture orange, quelque chose comme ça. Et après, j'ai déménagé à Lyon et là, je me suis mis au tennis. Donc j'ai fait du tennis jusqu'au niveau compétition, j'ai aussi fait du badminton en compétition, du VTT en compétition, du ski. Et puis depuis, je pense à peu près mes 14 ans, j'ai fait de la course à pied. Donc j'ai commencé d'abord avec mon père qui lui est un grand coureur aussi à la base. Et puis ça m'a pas lâché et aujourd'hui je fais principalement ça comme sport. Course à pied un petit peu de tout type. J'ai fait un triathlon olympique aussi en septembre dernier. Donc c'est ça. Donc, quand même, un peu de touche à tout. Puis, triathlon, ça a dû être quand même une très, très belle expérience. Assez demandant quand même comme... Ouais, c'était un beau défi parce que la natation, c'est pas du tout mon truc à la base. Mais je me suis donné et ça a fonctionné. Donc, je suis content. Et justement, cette passion-là de la course à pied a fait en sorte que tu as lancé en 2017 Make It Run. Alors, est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus sur ce site? Ouais, exactement. En fait, j'ai lancé la compagnie avec mes 2 meilleurs amis, qui sont aussi tous les 2 des coureurs. Donc avec Rémi et Antoine. En fait, on voyait qu'il y avait un manque dans le marché par rapport à ça. À la fois, les coureurs avaient du mal à trouver les bonnes courses à pied adaptées à leurs besoins. Donc pour cette partie-là, on a créé le calendrier le plus intuitif et facile à utiliser au Québec avec les informations à jour, avec également un outil de recommandation. Donc tu peux connecter ton Strava et ça te recommande les meilleures courses basées là-dessus. Et puis aussi du côté organisateur, il y a toujours ce problème aussi d'arriver à attirer assez de participants. La course à pied au Québec est un petit peu en chute, surtout en ce moment. Et donc on a voulu justement créer Make It Run pour faire le lien entre les deux. À la fois permettre aux coureurs de trouver les bonnes courses pour eux et de permettre aux organisateurs d'attirer les bons coureurs chez eux et d'en attirer de plus en plus. Et ça a bien marché. Puis quels ont été les défis en cours de route pour la création, c'est ça, d'un site comme ça demande quand même plusieurs étapes. Donc, quels ont été vos défis en cours de route? D'abord, ça a été déjà de comprendre vraiment profondément les besoins des deux côtés. Du côté coureur, on avait nos besoins, mais on n'est pas forcément représentatif de tous les coureurs. Et puis du côté organisateur, nous, on avait déjà organisé aussi des courses à pied. Donc vraiment de relier ça, de créer toute la plateforme, l'outil, de référencer les courses. Donc ça a été beaucoup de travail. Et c'est ça, oui, de maintenir tout à jour et puis d'assurer que à la fois du côté coureur et organisateur, tout le monde soit content et que tout le monde court. Tu as lancé cette application-là alors que tu te retrouvais en Asie, comme tu m'expliquais précédemment, parce qu'en 2017, en fait, tu as pris la décision de quitter Montréal, aller simple vers l'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, c'est ça, tout laisser derrière toi pour vivre pleinement ta vie de digital nomade?
Ouais, ben en fait, moi, je suis arrivé à Montréal en 2010. Bon, je suis français, on l'entend bien. Donc, ça fait à peu près 10 ans que je suis à Montréal et bah, j'ai fait mes études à HEC, j'ai tout suivi ce qu'il fallait. J'ai fait bac, maîtrise avec des super notes. J'ai été recruté par un de mes professeurs d'université. Donc, chez les Pages Jaunes, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en tant que chef de produit et growth marketer. Et bah, j'avais toujours eu des projets entrepreneuriaux on the side, tu vois. J'avais lancé déjà mon blog où je parlais justement de ce domaine-là. J'avais essayé de lancer un site de e-commerce qui n'avait pas fonctionné. J'avais lancé une agence. J'avais toujours eu ce côté-là d'organiser des choses, des événements et tout ça. Et en 2017, en mars précisément, je me suis rendu compte qu'en fait ça avançait pas aussi vite que je voulais dans la job, j'avais pas autant de contrôle que je voulais, et puis que bah, j'avais déjà des contrats freelance depuis quelques années qui allaient bien. J'avais aussi ce projet avec mes amis de lancer Make It Run, et j'avais aussi ce projet de devenir un digital nomade, et donc j'ai tout quitté en 2017, en mars. Je suis parti le 24 mars précisément. Billet simple pour Bangkok, avec différentes températures de passer de moins 30 à plus 30, les 12 heures de décalage horaire, tout ça, ça a été quelque chose. Et donc oui, pendant ce voyage-là, j'ai continué à faire mes missions freelance que j'avais. J'ai continué à bloguer aussi toutes les semaines sur le marketing de croissance. Et puis, j'ai lancé la première version du site de Make It Run depuis, je pense que c'était l'île de Koh Samui en Thaïlande. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est ça, tu disais que tu avais lancé ton site en 2014, que tu étais, c'est ça, plus au niveau blog, mais entre-temps, tu as énormément développé ton expertise, tu as lancé des formations. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, un peu tout à ce que tu touches dans ce qui est le domaine du marketing numérique? Ouais, exactement. Alors moi, en fait, ce que je fais, ça s'appelle le growth hacking, ou growth marketing, maintenant ça se dit plus. En fait, c'est une discipline qui a été inventée par les startups en Californie, à San Francisco, quand en fait c'était vraiment le but de vraiment grossir rapidement une startup. Donc c'est en fait, il s'agit de tester en permanence différentes choses et d'appliquer ce qui fonctionne et de mettre à la poubelle ce qui fonctionne pas et de grossir comme ça. Et c'est ce qui en fait a fait que des startups très connues maintenant comme Dropbox, Facebook, etc. ont vraiment décollé parce qu'ils ont trouvé les quelques petites choses qui permettaient d'attirer beaucoup de nouveaux utilisateurs, de les convertir en personnes qui avaient un compte ou qui achetaient. Et puis c'est ça. Donc pour Dropbox par exemple, c'était le système où quand tu invitais un ami, tu recevais 500 megs de stockage et l'ami aussi. Pour Facebook, c'était le fait que quand tu créais un compte, il fallait que tu ajoutes 7 amis. Donc, grâce à ça, tu voyais de plus en plus de contenu et t'avais envie de t'engager. Pour Uber, c'était, je partage mon code, la personne a $20, moi aussi. Donc, ce genre de choses-là. Et donc, moi, je fais ça. Aujourd'hui, je l'ai fait pour les Pages Jaunes. Et maintenant, je fais ça à mon compte en freelance. Et j'ai différents types de compagnies. Soit des compagnies qui ont des formations en ligne. C'est un de mes domaines d'expertise. Des compagnies, donc, soit au Québec, soit, là, je travaille avec une école de dessin qui est à Paris, par exemple. Mais aussi j'ai travaillé avec un garage à Montréal par exemple, donc c'est vraiment tout domaine, c'est vraiment les entreprises qui veulent grossir sur le web, vendre en ligne et c'est ça. Donc croissance marketing web, s'il faut retenir. Puis, comment tu as fait en fait pour avoir des nouveaux contrats? Parce que tu disais que quand tu es parti, tu avais déjà quand même quelques contrats, mais comment tu as fait pour te grossir, te faire connaître de plus en plus pour vraiment vivre pleinement de ça? Ouais, alors il y a plein de manières de trouver des contrats en freelance, vraiment beaucoup. Moi de mon côté, ça a toujours été basé sur mon réseau et sur la création de contenu. Donc je me suis bâti un beau réseau à Montréal parce que j'ai organisé pendant 5 ans, j'ai arrêté il y a pas très longtemps, les événements Montréal plus e-commerce, qui sont la plus grosse conférence mensuelle de e-commerce worldwide, j'ai pas trouvé plus gros. Donc avec 150 personnes qui se réunissent chaque mois, on invite des speakers d'Angleterre, des États-Unis, etc. Donc ça m'a donné un bon réseau parce que tous les mois j'étais sur le stage. J'avais tout mon réseau de personnes qui me contactaient, qui ils te voient sur le stage à chaque fois, t'as leur attention, etc. Et puis comme tu disais tout à l'heure, j'ai aussi commencé à bloguer sur le sujet du growth marketing. Donc j'ai commencé en anglais pour m'entraîner en anglais et puis aussi ça se traitait quand même pas mal en anglais comme sujet à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus francophone aussi. Mais donc, c'est ça en fait. La beauté de la chose, c'est que les gens étaient attirés par mes événements. Ils s'inscrivaient, ils venaient, ils me voyaient sur le stage. On réseautait ensemble. Les gens étaient aussi attirés. Enfin, ils cherchaient des réponses à leurs questions sur Google. Puis ils tombaient sur mes articles de blog et ils voyaient que je savais le faire. J'avais un bouton en bas. Contactez-moi si vous voulez que je le fasse pour vous, etc. Donc finalement, j'ai des gens qui me contactaient régulièrement et qui me contactent toujours pour ça. Et j'ai fait les calculs il y a pas très longtemps, un article de blog qui, à lui seul, m'a généré plus de $25 300
de missions. Enfin, pas plus, exactement 25 300 $ de missions freelance jusqu'à maintenant. Donc c'est ça. Après, donc ça c'est les méthodes qui ont toujours fonctionné pour moi. Puis j'ai jamais eu besoin en fait d'avoir le côté pigiste ou de prospection parce que j'ai toujours eu cette base là, tu vois, que j'ai construit. Ça prend plus longtemps à construire, c'est plus stratégie long terme, moyen terme. Mais moi c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et après il y a aussi toutes les méthodes des plateformes freelance, Upwork, Malt, 5euros.com. Pige Québec, etc., qui sont un très bon moyen de commencer et de trouver des premières missions. Le problème avec ça, de mon côté, en ce qui me concerne, c'est que c'est toujours des missions court terme et les salaires sont toujours tirés vers le bas parce que tu es en compétition avec le monde entier. Ok ? Pour peu que tu fasses des missions en anglais, tu es en compétition avec l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, etc. Alors que si justement tu sors de ces plateformes-là, tu te crées une marque personnelle, du contenu et que toi tu vas vers les gens ou que tu te rends visible, là, la négociation se fait plus par rapport à ton tarif. Tu vois, les entreprises veulent vraiment travailler avec toi parce que tu es toi, parce que tu as ton expertise, que tu t'es démarqué. Et donc, il y a plus de mise en relation. En fait, t'es en compétition avec personne, t'es en compétition avec. C'est les résultats que tu peux apporter à la compagnie. Et donc, moi, c'est ce que je dis, c'est commencer sur les plateformes de pigistes, etc. Parfait, c'est génial pour commencer, et puis même pour combler les vides au fur et à mesure. Mais le plus vite possible, arriver à se construire une marque, à se construire un nom. Et à démontrer son expertise, avoir des prix, être speaker, etc. Parce que là, c'est des missions long terme, plus payantes, moins stressantes, et voilà. Puis je pense que ça a aussi un plus gros impact pour tes clients. Moi, c'est vers ça que c'est là-dedans que je suis. Très, très intéressant. Là, c'est sûr que depuis les derniers mois, donc tu es resté à Montréal, on ne pouvait pas vraiment sortir. J'ai pas trop eu le choix, ouais. Ouais. Mais en temps normal, pendant, par exemple, combien de temps par année, combien de mois par année es-tu à l'extérieur? Puis comment se déroulent en fait ces journées-là ou comment choisis-tu tes destinations? Puis il y a peut-être plein de monde qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah, ça a l'air vraiment le fun. » Comment en fait tu choisis tes destinations puis à quel moment de l'année, par exemple? Ouais, c'est ça. Moi, donc, je suis indépendant 100% depuis 2017. Je suis resté... depuis 2017, j'ai voyagé. Bon, j'ai voyagé 5 mois en Asie, en Europe, à partir de mars 2017. Mais depuis ce temps-là, j'ai été, 3-4 mois en voyage par année. Ok. Les gens se disent digital nomade, c'est forcément un nomade qui est toujours en train de bouger, etc. Mais moi, j'avais plusieurs choses qui entre guillemets, me retenaient à Montréal. J'avais déjà, j'ai donné pendant 1 an un cours au HEC. Donc ça, c'était une opportunité que je voulais pas laisser passer, et donc, etc. Moi, je suis français, je suis résident permanent ici au Canada, mais il me fallait un certain nombre de jours pour pouvoir demander la citoyenneté. Donc là, je les ai eu en décembre, donc c'est bon. Donc c'est ça. Mais là, à l'avenir, j'ai pris mon billet pour le 4 août. Je pars au Portugal et après en France. Et mon plan, c'est de bouger un petit peu en Europe cet automne et en Amérique du Sud cet hiver pour revenir à Montréal l'été prochain, sachant que je vais sûrement devoir revenir pour mon examen de citoyenneté et la cérémonie de citoyenneté aussi. Mais alors ta question par rapport à comment choisir ces pays et s'organiser, choisir les pays, c'est avant tout une question d'envie, mais aussi de ce qui est faisable pour toi, ok? Typiquement, là, en ce moment, la plupart de mes clients sont en Europe, tu vois. Donc moi, je suis 6 heures en retard par rapport à eux. Ou en avance, dépendamment du sens dans lequel tu te prends. Mais donc ça me dérange pas trop, tu vois. Par contre, si j'avais des clients au Canada, aller travailler directement en Asie en tant que freelance, c'est quand même un gros changement. Je veux dire, c'est forcément le matin pour quelqu'un et le soir pour l'autre. Donc je conseille de pas partir trop loin ou pas sur un fuseau horaire trop éloigné pour commencer. 6 heures, c'est ok. Plus que ça commence à devenir compliqué. Mais donc pour les gens qui nous écoutent, qui sont au Québec ou au Canada, typiquement il y a tous les États-Unis, pas en ce moment, le Mexique, toute l'Amérique centrale et du Sud. C'est à peu près sur le même fuseau horaire, donc c'est assez facile de gérer ça. Puis après, c'est vraiment selon ce qu'on a envie de voir. Tu vois, moi, l'Asie, j'y suis allé plusieurs fois et j'adore ça. Donc, j'adore aussi l'Amérique du Sud. J'ai habité 6 mois en Argentine, donc je connais aussi et j'aime beaucoup. Ça dépend des envies. Tu vois, là, moi, ça va faire 10 ans que je suis parti d'Europe.
Moi, j'avais habité en Allemagne, en Angleterre, en France en étant jeune. Mais tu vois, j'ai comme ce besoin de retourner un peu aux sources en Europe. Parce que, bah, il y a beaucoup de culture tu peux faire un week-end dans une ville à 1 heure d'avion qui va te coûter 15 euros. Je peux aller voir ma famille, je peux aller au mariage de mes amis, etc. Donc j'ai comme ce besoin de retourner un petit peu aux sources en Europe. Mais après, c'est vraiment dépendamment de chacun. Et puis ta dernière question, je pense que je vais en venir à bout. C'était comment s'organiser concrètement pour travailler comme ça, c'est ça? Donc tu parlais plutôt d'organisation de planning de journée, de matériel. Qu'est-ce que je peux te parler de tout, un peu de tout ça, oui, oui, oui. Ok. Alors organisation, en tant qu'indépendant, pour moi, je fonctionne sur des plans en fait de 90 jours. Je sais pas si tu connais ce concept-là, Amélie. En fait, l'idée, c'est de découper son année en 4, donc en trimestres, et puis après le découper en semaines. Donc, tu as des objectifs à 25 ans, très loin, c'est plus vague là où tu veux aller dans le futur. Et puis tous les ans, tu te fixes des objectifs. Ça peut être un chiffre d'affaires en business, par exemple. Et moi, j'ai aussi des objectifs justement, j'en ai un, c'est santé, par exemple. Donc je me fixe un défi sportif à l'année et puis voilà. Et donc après tu t'arrives semaine par semaine, mais donc t'as une direction vers là où tu veux aller et puis tu la décomposes de façon plus récente. Et donc ce qui fait que en fait, je sais précisément ce qu'il faut que je fasse au jour le jour pour me rapprocher de mon objectif. Donc j'ai ça. Après plus concrètement, moi je travaille, j'essaie de travailler assez tôt le matin, pas non plus très très tôt, mais tôt pour moi, parce que le matin, j'aime bien faire une grande matinée de travail, être bien productif, etc. Et après, être off. Donc typiquement, tu vois, je peux faire une journée qui va être de 8h à 14h non-stop, et après, je suis off, tu vois. Ça, c'est un peu mon idéal. Et après, ça dépend aussi d'où je suis, les activités qu'il y a à faire, tu vois. Si je suis, par exemple, à Bali, à Bali, quand j'y étais, je travaillais... J'allais surfer tôt le matin, je travaillais en fin d'après-midi, je faisais une sieste et je retravaillais, tu vois. Quand je faisais de la plongée, des fois c'est plus, t'as des plongées nocturnes le soir, tu t'adaptes. C'est une question d'énergie, etc. Mais tout est faisable. Après, c'est se connaître aussi à quel moment on est efficace. C'est avoir une bonne organisation aussi, des bons créneaux dans son agenda, parce que quand tu voyages et que tu changes de fuseau horaire, tout ça, ça change aussi. Donc là, je suis en train de m'organiser, par exemple, pour mon voyage à partir de août, m'organiser avec mon assistante pour que tout puisse être pris en charge quand moi je serai pas disponible. Donc c'est ça. Et puis au niveau du matériel, écoute, c'est un podcast, je peux pas te montrer mon matériel à la webcam, mais typiquement j'ai un MacBook Pro dernière génération parce que c'est fiable, ça a une super bonne batterie, et puis les écrans des derniers MacBook Pro peuvent se voir bien au soleil aussi, ce qui est important. J'ai un stand pour mon ordinateur, donc comme ça il est surélevé, peu importe où je suis bien installé. J'ai un clavier et une souris Bluetooth. Puis j'ai une webcam et mon micro qui est quand même assez portatif comme tu peux le voir. Donc c'est ça mon matériel, puis un téléphone et un casque Bluetooth aussi qui coupe du son ambiant. Mais très intéressant et merci beaucoup. On en apprend un peu plus, c'est ça, sur cette vie-là de nomade digital. Tu parlais de tes objectifs justement de 25 ans, sinon par année, vers ça tes découpes. Quels sont tes objectifs, par exemple, pour les prochaines années? Est-ce que tu as des projets de formation? Qu'est-ce qu'il y a des pays que tu vas absolument visiter? Donc, ça ressemble à quoi tes plans? Alors, pour les prochaines années, projet de formation, tu veux dire de lancer des formations ou d'en suivre moi? De te faire lancer ou peut-être en suivre également. Ok. En suivre, c'est sûr que oui, je suis tout le temps en formation perpétuelle. Pour le freelance, pour moi, c'est incontournable de se former en continu. Même en tant qu'entrepreneur, tu peux pas être un bon coach sans être coaché. Mais après, au niveau formation, moi, j'ai lancé une formation en ligne qui s'appelle Freemote, qui permet aux personnes qui la suivent de devenir freelance nomade digital, justement, en quelques semaines. La plupart de mes clients étudiants trouvent leurs premiers clients en moins d'un mois. Et puis ceux qui sont déjà lancés aussi décollent vraiment en freelance. Donc j'ai déjà lancé celle-là. C'est vraiment une grosse formation, tu vois. C'est vraiment pour t'emmener de A à Z. J'ai compacté mes 6 ans d'expérience freelance dans une formation vidéo, tu vois. Et puis il y a aussi toute une communauté autour de ça, donc un groupe Facebook, des coachings en groupe aussi. Et là je vais organiser des rencontres de Freemote. Donc on en a, je pense qu'il y a une vingtaine de personnes au Québec par exemple. Donc je vais faire un coworking après-midi, plus on fera un 5 à 7 pique-nique, tu vois. Donc c'est ça. Donc pour la partie formation, voilà. Je pense aussi à lancer une nouvelle formation peut-être cet automne.
Donc stay tuned. Mais voilà, et puis après, par rapport aux pays que je visitais, bah, comme je te disais, l'Europe, j'ai déjà été au Portugal, j'ai déjà été en Espagne, j'ai déjà été en Italie, mais j'ai envie, tu vois, vraiment de le faire en mode nomade où bah, je reste 3 semaines quelque part, un mois quelque part, et ça me permettrait de découvrir vraiment la vie locale, tu vois. Donc là, les villes qui me viennent sur le bout de la langue, il y a Madrid, j'ai pas été encore. Et ça me paraît une ville assez incroyable. Puis aussi, il y a les îles Canaries qui me tentent bien. Lisbonne au Portugal, j'ai été, mais j'ai été 5 jours en travaillant et en faisant la fête, c'était un peu différent. Donc là, j'aimerais bien y passer un mois, tu vois, voir ce que ça donne. Italie, à voir où, mais tu vois, il y a la Grèce aussi qui m'intéresse bien. Donc il y a plein d'endroits où je veux aller. Et puis après, l'hiver prochain, je voulais peut-être aller en Asie, mais ça dépend de la citoyenneté, parce que s'il faut que je revienne pour un test ou une cérémonie, les 24 heures de vol aller et retour, je vais pas y retourner, tu vois. Donc je pense plutôt peut-être aller en Colombie cet hiver. Voilà, un petit peu mes plans. Donc, des beaux plans, mais merci beaucoup pour ton temps. Pour terminer l'entrevue, je vais y aller avec quelques questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je te dirais la persévérance et le focus. Ton plus beau souvenir sportif? Bonne question, j'en ai pas mal qui viennent en Ah, tu peux en tête. dire quelques-uns aussi si. Ouais, bah écoute, je pense que je dirais, moi quand j'étais en France avant de venir à Montréal, j'étais dans le coin de Lyon, donc tous mes amis savaient très bien skier, donc je te dirais des week-ends de ski où on est 5 6 amis, ski alpin je parle, où tout le monde skie bien et c'est vraiment le fun. Sinon je dirais aussi, bah en septembre, là j'ai fait le triathlon olympique de Montréal. Ça c'était vraiment une expérience de fou pour moi, tu vois, qui était ni nageur, ni cycliste de route, etc. Tu vois. J'ai tout loué, j'ai loué le vélo, j'ai loué la combinaison, etc. Mais je l'ai fait, tu vois. Qu'est-ce que je dirais d'autre aussi? J'avais fait la Spartan Race de Tremblant avec HEC, on avait une petite équipe. Donc on s'était entraîné l'hiver ensemble, on l'avait faite, mais en équipe. Tu peux la faire tout seul en équipe, et en équipe, quand quelqu'un réussit pas un obstacle, tout le monde fait je sais plus combien de burpees. Donc c'était assez cool de se soutenir comme ça, c'était vraiment un beau moment. Donc voilà ce que je te dirais. Mais génial. Puis ma dernière question, c'est quel sera en fait ton conseil pour un athlète, un ancien athlète ou n'importe qui d'autre qui souhaite se lancer dans le monde entrepreneurial? Ouais, alors je dirais que la meilleure manière de devenir indépendant, la plus facile, la plus rapide, c'est de devenir freelance. Parce que contrairement à d'autres projets comme du e-commerce ou autre chose, il n'y a pas d'investissement à faire, les retours sont immédiats. Et puis bah je dirais que c'est vraiment comme un life skill à apprendre. Parce que quand tu es freelance et que tu sais vendre et que tu as des compétences, on peut tout enlever. On peut mettre demain en caleçon dans la rue, tu vois. Je sais que la semaine prochaine, j'aurai trouvé un nouveau client et que je serai parti. C'est bête, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est quelque chose qui est super pratique. C'est un peu l'assurance des indépendants pour moi. Et qu'est-ce que je veux dire? Puis c'est hyper flexible. Je veux dire, tu peux commencer 5 heures par semaine, tu vois. Comme tu peux faire ça à temps plein ou plus que temps plein. Tu sais, c'est hyper flexible, tu peux faire ça à côté de ton travail, de tes études, de ta carrière sportive si t'es un athlète, tu vois. Et commencer par ça, et après, une fois que t'as un bon revenu basé là-dessus, bah tu peux diversifier justement tes projets. C'est grâce à ça que j'ai pu lancer Make It Run, c'est grâce à ça que j'ai pu lancer ma formation, c'est grâce à ça que j'ai pu devenir prof à HEC, et puis qui sait les autres projets que je vais lancer dans les prochaines années, tu vois. Mais la base de tout ça, ça a toujours été le freelancing. Mais c'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois, Ambroise, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Merci à toi Amélie, et continue. Merci beaucoup encore une fois à Ambroise Debray pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 72e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au anniedelebel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au anniedelebel.com/blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.